zoom et dézoom tout en chill, sur fond de sujets intimistes qui tiraillent les créateurs en tout genre. Organique, rafraîchissant, proposition et ouverture. Bienvenue dans le journal de bord d'une créative. Aujourd'hui, on explore le trop vaste sujet du doute, des doutes. Et le doute de quoi d'abord ? On ne parlera pas ici du doute intellectuel, méthodique, celui qu'on invoque pour approfondir. On parlera de celui qui débarque sans qu'on l'ait sollicité. Doute de soi-même, d'y arriver ou non. Est-ce que je suis entre guillemets fait pour ça ou est-ce que c'est fait pour moi ? Est-ce que ce projet va marcher ? Est-ce que je devrais lancer ou non ce projet ? Est-ce que c'est pas un peu surfait de faire ce que je fais ? Est-ce que je me prépare correctement ? À quoi ça sert, etc. Je te laisse le soin de te réapproprier le propos. Pour ma part, rien que cette semaine, j'ai failli arrêter 3 fois le podcast, qui vient tout juste de commencer. J'ai une liste de sujets que j'ai envie d'aborder dans ce podcast et assailli de doutes, j'ai mis une plombe juste à choisir celui que j'avais envie de développer dans ce premier épisode. Je me suis questionnée 1000 fois sur ma légitimité à lancer ce podcast. Dans la musique, évidemment, souvent je ressens beaucoup d'inconforts au pluriel et de remise en question de ce genre. Bref, ça se traduit par des pensées intrusives, parfois pas tendres envers soi-même, une incapacité à faire un choix ou des remises en question aussi deep que douloureuses. Bien entendu, le contexte et notre état interne colorent la perception qu'on en a. Enfin, tout ce genre de doute appliqué à la discipline qu'on a choisi d'aimer et dans laquelle on aspire à s'épanouir. Pincette. Ce qui est développé dans ce podcast est un point de vue, une proposition. Ton libre arbitre est maître en ton temple. C'est toi, le chef de toi. Alors ce doute, comme l'orgueil ou la peur, on entend un peu partout qu'il faut l'éliminer, le détruire, ou bon, tout simplement s'en débarrasser. Mais enfin, on le sait que c'est pas possible, ça. Est-ce que ce serait pas vain d'essayer d'éliminer un truc qui, de toute façon, va revenir par phase, comme ça ? En plus, plus on le repousse, plus il revient avec force. N'y aurait-il pas un autre chemin que lutter, combattre ou tout ce genre de lexique batailleur qui donne pas envie ? Alors c'est quoi le truc avec le doute ? Attention, ça va sonner random et pourtant c'est pas une évidence pour tout le monde. Il pourrait s'agir juste d'accepter que le doute est inévitable quand on s'aventure à entreprendre quelque chose dont on ne peut prévoir l'issue. Et oui, quand on est artiste, créateur de tous bords, on ne sait pas forcément toujours où ça va. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la quantité de doutes manifeste est souvent proportionnelle à la quantité d'inconnus qui se présentent à nous, à l'intensité de nos attentes, à la douceur avec laquelle on s'adresse à nous-mêmes, à notre rapport au temps et à la résistance qu'on lui oppose, qu'on oppose au doute. Je répète. La quantité de doutes manifeste est souvent proportionnelle à la quantité d'inconnus qui se présentent à nous, à l'intensité de nos attentes, à la douceur ou à la brutalité avec laquelle on s'adresse à nous-mêmes, à notre rapport au temps et à la résistance qu'on oppose au doute. Bien sûr, c'est non exhaustif, il y a certainement d'autres angles à envisager. En tout cas, ici, c'est ceux que j'ai choisi de développer parce qu'ils me paraissent fondamentaux et pertinents dans la démarche de création. Développons. Dans mon laboratoire interne, j'ai trouvé quelques trucs. Le premier truc, c'est le rapport à l'inconnu. Remettons en contexte, tu vas comprendre. Quand on est né, on est passé d'un endroit douillet, flottant paisiblement en suspension dans un liquide tiède,
avec de la nourriture gratuite, à une pièce froide avec un humain aux mains gantées de plastique qui nous met la tête à l'envers et qui nous claque la fesse. Et en plus, la première inspiration est hyper douloureuse. Premier contact avec l'inconnu, avec ce qui vient après. Ça a dû laisser des traces quelque part dans nos mémoires, du genre, ce qui vient ensuite, c'est flippant, c'est douloureux, c'est inconfortable. Que cette théorie soit vaseuse ou non, ici, peu importe les origines de notre appréhension de l'inconnu, il doit y en avoir des quantités d'autres. Quoi qu'il en soit, nous la ressentons tous à certains moments, cette peur de l'inconnu. Alors pour pacifier notre rapport à lui, on peut s'appuyer sur l'idée que peu importe la polarité des événements qui se présentent, que ce soit ce qu'on appelle une bonne ou une mauvaise nouvelle, c'est là pour une raison qu'on ignore pour le moment et dont le sens émergera à mesure que s'écoulent les expériences. Ce positionnement interne nous permet d'appréhender avec plus de détachement les événements dont nous ignorons encore la venue. Donc pour ce premier point, rationaliser la sensation d'incertitude, d'inconnu, ça permet de redonner au doute sa place de messager. Et ainsi, au lieu de nous sentir tyrannisés par lui, on l'envisage comme un conseiller. Ensuite, le deuxième truc, c'est de mettre de la conscience dans les attentes qu'on a. Quand on dit qu'on est déçu de quelque chose, qu'est-ce que ça traduit ? Ça dit « la réalité n'a pas été dans le sens que j'espérais ». Quand on est déçu, c'est qu'on a des attentes. Et du coup, ça dit aussi « je suis contrarié de ne pas avoir le contrôle ». Alors, ce qui m'aide, moi, concrètement, c'est de redéfinir ce sur quoi je peux vraiment influer. Premièrement, l'action. Qu'est-ce que je peux faire ? Et deuxièmement, le sens. Quelles sont mes intentions derrière les actions que je pose ? On dira ici que l'action prévaut sur la pensée ou un truc du genre. Il est évident qu'on doit contribuer à l'évolution de notre parcours artistique par une certaine somme d'actions brutes. Et aussi nous attarder sur le sens derrière nos actions. Il ne s'agit pas de se flageller, de se surdiscipliner ou de sacrifier son quotidien en espérant des retours à la hauteur de la souffrance qu'on s'inflige à travers notre pratique. Il ne s'agit pas non plus uniquement de se laisser guider en attendant que ça tombe tout cru dans le bec. Quelles sont mes intentions ? Besoin de reconnaissance ? Besoin d'argent ? Oui, ça aussi. À quoi je m'accroche ? Quel sens je donne à mes projets ? Et je ne parle pas du sens de surface, celui que je raconte aux autres, le sens romancé. Je parle du vrai sens, celui que je garde pour moi. Celui que j'ai peut-être même du mal à admettre face à moi-même. Quoi qu'il en soit, as cheesy as it can sound, traduction aussi gnangnan que ça puisse sonner, eh bien, envie et enthousiasme sont des moteurs sorciers. Pour peu qu'on garde confiance, ils finiront par ouvrir les portes les plus réjouissantes pour nous. Si ça vibre et que ça nous fait sourire, même si l'intellect ne comprend pas, on s'en fout, c'est par là. Et pour le reste, je n'ai pas de contrôle sur l'issue. Donc deuxième truc, observer nos attentes, recalibrer notre rapport à elles, checker si on fournit la bonne quantité et qualité de faire et sonder ce qui motive ce faire. Alors le troisième truc, c'est quand je suis dans une phase où je me sens en confiance, où j'ai le moral, où j'ai envie en un mot ou en deux, où je compte pas les heures de pratique. En somme, quand j'ai le mojo créatif, je fais des impressions, un peu comme une photographie interne. Dans un moment de joie, quand je pratique mon instrument, ou les phases où j'ai grave envie de bosser toute la journée sur mes projets parce que ça vrombit de délices en moi, je fais une sorte de capture d'écran sensorielle que j'envisage comme une réserve de
Mais non, t'inquiète, ça va aller, continue. Pour les moments où le darkness enfile son déguisement de doute. Je pioche dans les instants de joie et de confiance des arguments et des sensations de confort intérieur. Pour plus tard, pour quand je suis un peu faiblarde du dedans, pour quand je ne sais plus trop. Donc le troisième truc, faire des impressions de sensations dans les moments où on est habité de joie, d'envie et de confiance. La quatrième piste que j'ai creusée pour appréhender les phases de doute, c'est le rapport au temps. La patience et l'impatience. Parfois, quand on doute, c'est parce qu'on ne voit pas de résultat. On ne se voit pas progresser alors qu'on sait ce qu'agace à pratiquer tous les jours, ou bien on n'a pas de retour financier alors qu'on a contacté tout le beau temps téléphonique, que ce soit pour des concerts, des expos. On notera la petite ref à l'ancienne du beau teint téléphonique. Et donc tout ça, c'est pas du doute, c'est juste de l'impatience. Nos progrès arrivent. Continuons. Les opportunités vont répondre. Patientons. Il y a souvent une latence entre le moment où on active notre réel et le moment où on en voit poindre les conséquences. On ne récolte pas le fruit le jour où on plante la graine. Patience donc, me disais-je à moi-même en tout premier lieu, ça va de soi. Le quatrième truc, c'est donc d'explorer notre rapport au temps qui s'écoule, à notre patience. Le cinquième truc qui m'aide quand le doute m'assaille, c'est tout simplement de le laisser me raconter ce qu'il a à me dire. Les phases de doute, ça fait mal si on résiste. Ça peut être très inconfortable, ça appuie sur des boutons internes qui piquent et qui picotent. Alors comme c'est notre nature d'humain d'éviter la douleur, le premier réflexe, c'est de tout faire pour éviter de sentir le doute. Et donc auparavant, qu'est-ce que je faisais ? Soit je procrastinais et du coup, je paniquais parce que je procrastinais. J'arrivais pas à me poser. Je me mettais à faire tout un tas de trucs inutiles en me persuadant, bien entendu, sur le moment que c'était hyper important ce que j'étais en train de faire. Alors que pas du tout. Ou bien, à l'inverse, je bossais frénétiquement, mais j'étais tellement préoccupée que la séance de travail n'était pas du tout propice à l'intégration des savoirs. Et au final, ça ne me soulageait pas du tout. Ou encore, j'allais m'enivrer du brouhaha du monde extérieur pour couvrir le brouhaha intérieur. Je remarquais que dans ces moments-là, que ce soit la procrastination, le travail mal fait ou les distractions, je respirais plus. J'étais en apnée, mes épaules étaient toutes crispées, ma nuque était tendue, un délire, tout était verrouillé. Alors comment faire pour sortir de cet état ? Eh bien, paradoxalement, c'est de rentrer à fond dans l'inconfort dans lequel le doute nous met qui nous permet de plus le subir mais de l'utiliser. J'écoute ce qu'il a à me dire. Tout d'abord, je passe par le corps pour sortir de ma torpeur. Ça peut être juste de sauter en laissant mes bras partir dans tous les sens, comme on fait quand on est petit, ou une roulade, ou tout autre truc qui remue les chairs, le sang et la lymphe. D'ailleurs, ça fait combien de temps que tu n'as pas fait une roulade ? Ça peut être faire 10 pompes, 10 squats, 5 minutes de course à pied. T'as compris, le principe, c'est de se décoller la pulpe. Bon, et si j'arrive pas à reprendre contact avec moi-même par le médium du corps, je passe directement à l'écriture. Ou pour certains, ceux qui n'aiment pas écrire, par exemple, ça peut être de se faire des vocaux à soi-même. Par exemple, des vocaux sur WhatsApp ou sur le recorder du téléphone. Alors, sur quoi on écrit et de quoi on parle dans le vocal ? D'abord, je me pose la question, quelle est la nature du doute que j'éprouve ? Dans quoi il prend ses racines ? Est-ce que c'est de moi que je doute ? Est-ce que je suis si proche du but que c'est le costume que prend la peur ou l'autosabotage ? Est-ce que j'ai pas assez bossé ces derniers temps et du coup je me glace dans le doute, c'est tellement plus pratique ? Est-ce que c'est de l'impatience ?
Est-ce que j'ai peur d'échouer ou au contraire d'y arriver? Alors je m'entrave toute seule, enfin, tu as compris, tu as vu. Je décortique, je déroule mon fil et ça m'oblige par la mise en mots à plonger tout entière dans cette sensation. C'est justement le fait de s'accorder de ressentir pleinement l'inconfort qui m'en libère. Et cette manière de procéder, plonger dedans plutôt qu'esquiver, ça marche avec plein d'autres émotions et sentiments. Tu peux recycler ça pour plein d'autres trucs. On a tendance à éviter au maximum ces miroirs-là parce qu'ils nous renvoient un reflet extrêmement inconfortable de part de nous-mêmes qu'on juge ou qu'on condamne. Or, c'est justement de les admettre et d'en faire le tour qui les dépossèdent du pouvoir qu'on leur a conféré jusqu'ici et qui nous permet d'entendre ce qu'ils nous enseignent et nous pousse à réajuster. Donc le 5e truc, c'est de s'y plonger plutôt que de se carapater. Un petit truc bonus. Regarder et écouter le travail des autres, dans mon cas principalement le travail d'autres musiciens. Ça peut être aussi volontairement s'intéresser à un artiste qui pratique une autre discipline. Genre récemment, je me suis fait une période Basquiat. Ses interviews, sa vision du monde, ses œuvres. Interviews, podcasts, biographies à lire ou à écouter. Ça permet de se reconnecter à son propre enthousiasme en se connectant à celui de l'autre. Ça permet de réaffirmer sa vision ou au contraire de la laisser muter au contact des contrastes que m'offre la vision des autres. Aller à un concert, regarder une expo, se balader dans un lieu qui nous inspire et qui nous sort de notre cadre quotidien, ça permet de prendre du recul. Et puis tout simplement, dans mon cas, jouer de la basse. Pour toi, ça pourra être la couture, la batterie, le travail du bois, la photographie, bref, tu mets ta propre vibe. Sans chercher à travailler, à analyser ou à progresser. Juste apprécier. Pour garder le contact dans ces plongées en profondeur que le doute nous pousse à explorer. Garder contact avec l'envie, l'enthousiasme, parfois la nécessité intérieure que ça peut être de faire ce qu'on fait. Tu vois, c'est chiller comme si c'était pas ton métier. T'ennuyer sur ton instrument ou autre comme si c'était ton plaisir du dimanche. En résumé, le doute ne disparaîtra pas tant qu'on tentera de l'éliminer. Au contraire même, il reviendra à la charge avec encore plus de force. Et il en a des trucs à nous raconter. Alors plutôt que de perdre notre temps à batailler, pourquoi pas s'en faire un pote? Après tout, il nous oblige à prendre du recul, à réinterroger la profondeur de notre rapport à la discipline qu'on a choisie, et aussi nos intentions, notre vision à court, moyen, long terme, notre amour pour ce qu'on fait. Il pointe du doigt le manque de douceur qu'on peut s'infliger à nous-mêmes. Il est aussi un indicateur que nous sommes dans une vibe de tentative de mettre au monde un projet, une idée sur Terre. Il nous dit qu'on est en mouvement. Good news, non? Il nous incite à sortir de l'automatisme et à remettre de l'attention consciente. Il nous pousse à remettre en cause nos certitudes, nos comportements, nos routines. Dans mon dictionnaire intérieur, les certitudes, ça m'évoque une image figée, un peu comme un ostinato lancinant, obsessionnel, tu vois, une boucle dont s'extraire nécessite de l'élan et beaucoup de conscience. Pour accéder à la connaissance de soi, on doit mettre en pause notre définition du monde, nos certitudes. Le doute peut aussi nous montrer les illusions dont on se berce. Aristote nous disait « Le doute est le commencement de la sagesse ». Vous avez vu comme ça fait sérieux quand il y a Aristote qui débarque? En conclusion, on ne souffre pas du doute, mais du regard qu'on porte sur lui. Et ce regard, on en a le choix. Comme pour beaucoup d'autres choses d'ailleurs. L'apprivoiser, le doute toujours. L'apprivoiser dans le calme, plutôt que de le fuir dans l'agitation, nous donne accès à des directions qui nous correspondent, qui matchent avec notre vibe.
avec le doute, mieux vaut prendre son temps. Rien ne presse. Un jour, une semaine, un mois, une année, c'est quoi dans la vie d'un humain ? Bâcler son entrevue avec le doute, c'est reporter un inconfort qui nous reviendra au galop. J'insiste, quand on résiste, ça nous revient en pleine figure. Une fois la phase de doute dissipée, si on l'a accueillie et qu'on en a retiré les enseignements, on peut ressentir un élan plus puissant. Ça contraste avec notre joie retrouvée et elle peut même nous sembler plus intense qu'avant. Bon, bien entendu, il y aura encore 1000 pistes et 10 000 nuances à explorer. Le monde est vaste et les approches infinies. Enfin voilà, en tout cas pour aujourd'hui, un peu de ma vision, un peu de ce que je peux te proposer. Et toi, quelle est la nature de ta relation au doute ? Il est enrichissant pour moi d'avoir tes retours, tes sensations, tes digressions. Dans la douceur et la bienveillance, ça va de soi. Tu peux interagir avec le contenu du podcast sur mon Insta Renaissant. Le nom, c'est Mélimélus. Check dans la description, il y a toutes les infos. News et mood du moment. Concernant le podcast, j'ai décidé pour le moment de publier un épisode toutes les 2 semaines. Cette fréquence, ça me permet d'avoir le temps de macérer dans mon sujet, de m'y baigner, de m'y répandre, d'en être tellement obsesse que tout ce que j'appréhende le reflète. Tu vois, c'est un peu comme une bonne soupe de terroir, une soupe au pistou par exemple. Le temps de mijotage participe grandement à l'intensité des saveurs et des émotions qu'elle nous prodigue. Ça me permet aussi de progresser sans précipitation inutile dans l'écriture, dans la prise de son, l'usage de mon logiciel de son aussi. Ça me permet de m'outiller de savoirs au pluriel que je découvre à mesure de cette aventure podcastique. Et aussi, ça me permet de prendre le temps d'expérimenter, d'échanger, d'infuser. Autre chose, je voulais partager avec toi une impression. Tu sais, un peu avant le printemps, on sent une couche de tiédeur monter sous la fraîcheur apparente. Tu vois cette sensation un peu ? Eh bien, en ce moment, c'est de l'émergence de la fraîcheur sous la chaleur que je me délecte. Les arbres commencent déjà à se débarrasser de quelques feuilles superflues qui croustillent sous nos pas. J'ai appris à aimer l'automne. Et quand je le vois arriver au loin, maintenant je trépigne de sa venue. Alors bienvenue l'automne. Nous t'accueillons à bras ouverts, prêts à nous émerveiller de tes couleurs pastel. Dernière news de cette quinzaine. Ce soir, je m'offre d'aller écouter Alphamist au Festival de Jazz à la Villette, qui a lieu à peu près à cette période tous les ans, fin août, début septembre. Alphamist, c'est un artiste qui me touche. Il est producteur, pianiste, claviériste, compositeur, entre autres. Je ne te fais pas toute sa bio, disons dans les grandes lignes. Je voulais donc partager avec toi, en guise d'inspiration pour cet épisode, son morceau Fourth Feb. J'ai choisi le plus facile à prononcer. Et pour les plus assidus, son album tout entier, Variable, dont la version live qu'on trouve, je crois, sur ce bon vieux YouTube, mélange vidéo réel et ce que j'appellerais psychédélisme divagatoire visuel. Bien entendu, au vu de ma prononciation impeccable, n'est-ce pas, je te mets tout ça dans la description de l'épisode. Et puis, je crois que c'est tout pour le mood du moment. Je formule le souhait que ce qui résonne avec toi dans cet épisode te soit parvenu. Je te laisse ici au portail d'une vadrouille sensorielle 100% maison, vectrice d'imprégnation réconfortante et de sagesse soutenante. Voici donc quelques minutes qui ponctuent de sensible le propos plus rationnel qui vient d'être développé. Nous
on se capte le 15 septembre pour un second épisode de chill et d'ouverture, comme toujours de mon mieux et avec beaucoup de cœur. Et comme on dit chez moi, je te fais le bisou. Bienvenue dans la vadrouille sensible. Dans cet espace, il n'y a rien à faire taire. Tout ce qui émerge à sa place, quelle que soit la polarité qu'on y agrafe. À côté de toi, il y a une malle en bois de brume. C'est une malle d'alchimiste, tu peux y poser ce que tu veux. Elle transmute le regard qu'on pose sur tout ce qu'on y dépose, et ce dont on décide de se défaire, elle en remanie l'âme à tiers. Allons-y, 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 allons-y. Imagine-toi dans la peau d'un pétale. Fraîchement détaché de ta fleur, le vent te mène où bon lui semble. Tu observes les décors défiler et par moments tu restes là. Par d'autres, tu te déposes sur une terrasse au carrelage orangé où tu te retrouves coincé quelques jours entre deux tonneaux de bois. Au début, petit pétale s'impatiente, il enrage même parfois de se voir immobilisé. Il veut voir le monde, lui. Pourquoi rester ici ? Pourquoi le vent ne veut plus me porter zut à la fin ? Et à mesure de ses escales, il comprend. Il comprend que le vent, parfois absent, lui a évité bien des désagréments. On ne sait pas à quoi on échappe parfois. Et on ronchonne parce qu'on l'ignore. Notre pétale comprend aussi que les tempêtes qui ne lui ont pas été épargnées ont réveillé en lui, entre autres, une profonde appréciation des instants de grâce. Alors avec le temps, il a fait confiance à ses doutes. Il les a laissés le traverser, en a retiré la quintessence, et il a continué d'être, de faire et de vibrer au fil de ses aspirations et inspirations de pétales. Et désormais, il n'attend plus le prochain coup de vent. Non, non, il ne l'attend plus, car il sait qu'il y en aura un. Il n'a pas besoin de savoir quand, il sait. Il patiente, il regarde autour de lui, voit passer le chat, s'imprègne, absorbe les couleurs, les senteurs, les oscillations d'ombre et de lumière. Il sait et n'attend même plus. Il sait que la nature aime le mouvement, qu'elle est créatrice de cycles et que l'équilibre est dynamique. Même les montagnes ne sont pas immobiles, tu le sais, toi, charmant pétale. Et le vent à nouveau te transporte. Notre pétale voyageur, malgré lui, a pour bagage immatériel celui des mémoires des paysages parcourus. Ces tableaux dont il n'imaginait pas qu'ils existent avant de les avoir laissés poser leur empreinte dans ses cellules. Des paysages que d'autres connaissent trop bien et qui, lui, l'émerveillent. Combien en nous de paysages résident que l'habitude rend banal à nos yeux et qui pourraient recolorer d'autres regards que le nôtre. Petit pétale voguant dégage l'arôme unique de son parcours unique. Quel chemin parcouru depuis la fleur dont il a chu. Elle le nourrissait. Il a trouvé sa manière à lui de le faire désormais. Et puis, au gré des balades, il se déleste de sa matière, de sa souplesse.
Il a croisé les blés dorés, survolé les collines d'où émanent d'odorantes résines. Tu les sens, les résines? Sillonner des ciels étoilés transis par des vents glacés. Arpenter des sols de pierre de villages endormis. Résonner aux ondulations sonores des clochers. Il a vogué sur des eaux joueuses et translucides, flotté sur des marécages impassibles et tourbeux, et enfin, craquelé par le soleil, décrépit par les pluies, des miettes de lui-même ont émané le parfum unique de ses imprégnations. Des bribes de lui s'est élevé l'effluve particulière des lieux où les vents l'ont guidé. Jusqu'aux nuages, sa fragrance s'est envolée. Et quand il pleut, c'est un peu de lui qui cascade sur nos peaux frissonnantes. Un peu de sa confiance en l'existence et en ses propres doutes qui ruissellent dans nos cœurs parfois égarés. La malle d'alchimiste tient toujours ses promesses. Tu peux récupérer ou laisser ce que tu veux dans cet espace. À la prochaine dans le journal de bord de Mélimélus.